Salut tout le monde, c'est Satanos. Aujourd'hui on va à nouveau parler lecture avec un livre que je viens de finir de lire aujourd'hui même. C'est Extincta de Victor Dixen et c'est sorti en 2019. Alors c'est un livre de science-fiction avec un monde dystopique. Alors pour vous dresser un petit peu le contexte, en gros, c'est un peu tout ce qu'annonce Greta Thunberg. Y a le monde, la plupart des espèces animales ont disparu. Il y a eu une énorme montée des eaux, énormément de pollution, et les humains restants vivent dans des petites terres. Ils se nourrissent quasi exclusivement de végétaux et surtout d'algues. Apparemment, c'est la nourriture du futur dans ce roman. Et la société est divisée en différentes classes. Ça a repris un petit peu un système féodal, un système monarchique. Alors, pour partir du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle, dans le plus bas de l'échelle, on a les Suans. Donc les Suans, c'est les travailleurs. C'est pas des esclaves, mais pas loin, quoi. C'est vraiment le bas peuple, le tiers état, si vous voulez, si on fait une comparaison avec le Moyen-Âge. Un peu au-dessus, on a les crachants. Ce sont les contremaîtres, ceux qui sont là pour donner des ordres et faire exécuter les ordres supérieurs. On a les saignants, c'est les militaires, c'est l'armée. On a les pleurants, ce sont le clergé, ce sont les prêtres, etc. Parce qu'il y a des nouvelles religions, notamment basées sur le culte des animaux disparus et de Terra. On dirait Gaïa dans un jeu vidéo, bah là c'est Terra. Et encore, l'échelon maximal, ce sont les apex. Les apex, ce sont les nobles. Et ils ont une particularité, outre le fait qu'ils sont placés au plus haut de la société, c'est qu'ils ont les cheveux violets, déjà, ce qui les distingue du reste de la population. Et ils ont apparemment des vertus magiques, des vertus de guérison. Ils cicatrisent beaucoup plus vite que le commun des mortels. C'est une classe à part, un peu mystérieuse. Au départ, on comprend pas trop si c'est des mythes ou si c'est réel. Et on l'apprendra dans le bouquin. Et autre chose, le bouquin est divisé en chapitres. Et à chaque fois, on nous rappelle le nombre d'heures avant l'extinction de la Terre. Et ça commence le bouquin commence à 255 heures avant la fin du monde. Et on ne comprend pas exactement pourquoi, ni comment arrivera cette fin du monde, mais il y a toujours ce décompte. Et on en apprendra un peu plus dans le bouquin, même si ça met longtemps à démarrer. Alors on suit le destin de deux personnages. Le premier personnage, c'est Astrea, qui est une jeune fille, apparemment d'une grande beauté et plutôt intelligente, qui est suante et qui travaille dans les champs d'algues, qui fait la culture des algues pour nourrir la population, et tout est fabriqué à base d'algues à peu près dans ce monde, et elle se destine à être pleurante, donc à rentrer plus ou moins au couvent pour devenir prieuse. Et d'un autre côté, on suit le destin d'Ossérian, qui est un apex de la dynastie des Cétacéens, qui sont les nobles, les apex qui règnent sur Viridienne, donc cette région du monde qui est Viridienne. Alors ils ont deux destins qui vont se croiser, parce qu'en fait Astrea, dans ce monde, au niveau des champs d'algues, il y a régulièrement des remontées de méthane et des explosions. Et en fait, il y a une lanterne qui va s'allumer pour prévenir qu'il y a du méthane qui va avoir une explosion, et le crachant, donc le contremaître, va refuser que les Suans se mettent à l'abri, et il y a le frère d'Astrea, qui s'appelle, je sais plus, Palémon. Il s'appelle Palémon. Il va se battre avec le crachant, il va le poignarder, et le frère va être arrêté et envoyé plus ou moins à la torture ou en esclavage. Et donc Astrea va essayer de retrouver son frère. Donc ça, c'est la première partie. Et de l'autre côté, on a Ossérian. Alors Ossérian, c'est un prince qui est déchu, qui est renié par son père, parce qu'il a perdu une jambe lors d'un accident et son père le considère comme un moins que rien. Et cet Ossérian, il doit se marier avec la princesse de Flamboyante pour sceller un pacte entre les deux pays, si vous voulez, avec d'autres apex d'une autre contrée. Et lui, ça va pas lui plaire du tout, il va essayer de s'échapper, et ils vont se croiser. Ça va un peu mal se passer, les plans d'Astrea seront pas comme elle y a pensé, et elle va le prendre en otage. Et le but, elle va essayer de rattraper le convoi nuptial. Et du coup, ce sera le frère d'Ossérian qui va être destiné à se marier, ce sera plus Ossérian. Ils vont essayer de rattraper le convoi nuptial pour faire un échange. Elle va essayer d'échanger la vie d'Ossérian, le prince, contre la vie de son frère Palémon. Voilà, ça c'est le point de départ du bouquin.
Le livre est assez long, 520 pages. J'ai mis un moment à le lire parce que je lis par tranche de 20 pages, moi. Alors, que vous dire de ce bouquin? Alors, l'univers est assez cool. Le fait de système de caste comme ça et le fait que tout est dans un monde dévasté où tout le monde est vegan de force, hein, si vous voulez. C'est assez intéressant. Ça me rappelle Waterworld. J'avais bien aimé, il y a beaucoup de gens qui aiment pas ce film, j'avais bien aimé le film Waterworld. Et ça me rappelle un peu cet univers où on n'est pas sur l'eau, mais il y a eu une montée des eaux et on se rend compte qu'il y a très peu de terres disponibles, habitées. Mais est-ce que je peux vous conseiller de lire ce bouquin? Eh ben, pas vraiment, en fait. Parce que autant le côté un peu science-fiction, l'univers, tout ça, c'est assez intéressant, autant il y a énormément de paresse dans l'écriture, dans la personnalité des personnages. Il y a une romance à l'eau de rose. Il y a beaucoup de, de péripéties qu'on voit arriver et elles arrivent exactement comme on s'y attendait, sans surprise. Certains personnages sont niais, on a envie de les taper. Il y a la romance, pour vous dire, la romance à l'eau de rose, c'est vraiment du Disney. C'est niais comme du Disney dedans. Et puis tout le monde n'a Dieu que pour Astrea, qui est une parfaite Blanche-Neige ou Cendrillon dedans. Tout le monde tombe amoureux d'elle au premier regard. Il y a des dialogues. À un moment, je vous explique pas exactement dans quelles circonstances, mais il y a une dame qui meurt. Et, vous voyez, c'est un peu la mort de Marion Cotillard dans Batman, quoi. La mère meurt, et elle dit à sa fille, ton père n'est pas mort, va retrouver ton père. Voilà, je vous ai fait la mort de ce personnage. C'est aussi niais dans le bouquin. Et en plus, cette fameuse fille, je vous explique pas qui c'est qui doit retrouver son père. C'est une piste qui va se retrouver écartée dans le bouquin. Il y a pas mal de pistes comme ça qui sont démarrées dans le bouquin. Et puis après, on n'en entend plus parler. Ça ne nourrit pas l'histoire. Beaucoup de paresse dans l'écriture, beaucoup de facilité scénaristique. Moi, ça m'a dérangé. Hein. Quand je lisais le bouquin, des fois, je levais les yeux au ciel et je faisais... Ou bien je me disais... Ouais, donc à tous les coups, il va avoir ça. Parce que... les péripéties, elles sont... c'est des raccourcis un peu faciles. Si vous voulez, si quelque chose doit se passer à un moment T, ben ça se passera. Et on va le voir arriver. Et on va se dire, bah ouais, voilà, évidemment. Donc sans surprise, la fin du bouquin est assez niaise aussi. Hein. On apprend à la fin comment l'humanité se retrouve détruite. Hein. Je peux pas sincèrement vous conseiller ce bouquin. L'univers est un peu sympa. Ça me fait penser un peu à... Pour faire une comparaison dans le domaine de la science-fiction, ça me fait penser au bouquin Le meilleur des mondes, dans lequel l'univers, c'est très intéressant. L'univers, le fait qu'il y a les bêtas, les alphas, tout l'univers est intéressant, mais les personnages sont niais. Ils sont pas forcément intéressants. On n'a pas envie de s'attacher à eux. Et on n'a pas forcément envie de leur souhaiter du bien parce que... Ils sont niais quoi, ils sont pas intéressants et ils ont des réflexions idiotes. Et puis il y a un autre truc, bon, c'est moins dérangeant, c'est c'est pour la bonne cause, mais il y a un peu de forcing, de militantisme un peu écologiste, vegan. Alors oui, c'est pour la bonne cause, mais c'est fait de façon un peu maladroite dans ce bouquin, notamment tous les personnages des pleurants qui vénèrent jusqu'au moindre bulot, comme si c'était vraiment des dieux. Et chaque personnage, je vous l'ai pas dit aussi dans ce bouquin, chaque personnage, Astrea, son nom vient de l'étoile de mer. Et en fait, chaque personnage a un nom qui est associé à un animal disparu. Et ils ont un tatouage qu'ils appellent un animal... C'est pas un animal totem, c'est un animal greffe. Ils ont un tatouage de leur animal, tous. Et l'auteur, il va insister à chaque fois qu'on rencontre un personnage. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle le général Carcarodon. Et ils vont dire... Le personnage, comme son animal greffe, le requin, a des longues dents pointues et il est féroce. Astrea, comme l'étoile de mer, a diverses branches qui lui permettent des connexions avec son entourage. À chaque fois, il y a cette lourdeur dans le texte qui insiste sur le fait que oui, ils ont c'est tous reliés à un personnage. Et au lieu de juste nous dire le nom, à la limite le personnage, on va insister, on va expliquer. Et c'est pas forcément agréable à lire. Donc, vous faites ce que vous voulez. Je lui mettrais 12 sur 20 si je devais mettre une note.
C'était pas spécialement désagréable, mais c'était poussif. Et les gens qui aiment vraiment le beau style, la belle littérature, passez votre chemin parce que ça va vous saouler assez vite. Il y a beaucoup de facilité, de paresse dans l'écriture et dans les personnalités. C'est pas forcément quelque chose qui peut vous plaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt!